a une modification qui est là et qui confère à la bactérie des propriétés résistantes envers certains antibiotiques. Mais le plus souvent, elle est acquise, c'est-à-dire une bactérie qui était naturellement sensible est devenue résistante. Avec émergence de bactéries multirésistantes et surtout le problème auquel nous sommes confrontés maintenant, l'obsolescence de notre arsenal thérapeutique et voire même des impasses thérapeutiques. Et là, les classes d'antimicrobiens sont concernées. Et comme corollaire, c'est la difficulté de prise en charge auquel les cliniciens sont confrontés. Donc, cette problématique, c'est une menace mondiale de santé publique. Les infections sont devenues difficiles à traiter, voire impossibles à traiter. Le risque de décès est augmenté. Le temps d'hospitalisation est augmenté. Les causes et les conséquences sont également multiples. On en a vu certaines ce matin et on y reviendra. Donc, faire une telle conférence a un intérêt qui est multiple. L'intérêt est diagnostique, parce qu'il nous faut poser le problème du diagnostic. L'intérêt est clinique, l'intérêt est thérapeutique, l'intérêt est épidémiologique, mais surtout socio-économique. Ça pèse lourd sur la poche du Sénégalais lambda et de l'Africain lambda. Donc, l'écosystème des antibiotiques, on en a parlé ce matin. Tout le monde utilise les antibiotiques. Donc, la réflexion holistique que nous menons actuellement, c'est ce qu'il faut parce que les antibiotiques sont utilisés en médecine humaine, aussi bien dans la communauté qu'au niveau de l'hôpital, en médecine vétérinaire, en agriculture, en environnement. Et dans la communauté, mes parents, généralement, vous leur donnez une antibiothérapie, ils ne vont pas respecter la période prescrite. Ils vont prendre les antibiotiques pendant quelques jours, avoir un mieux-être et garder le restant des médicaments. Au bout de quelques semaines, un autre parent tombe malade. Ils ne savent même pas les symptômes qu'a ce parent. Ils vont lui dire, ah, moi, quand j'étais malade, c'est ce médicament que j'avais pris. Il m'en reste. Ce qui reste ne suffira pas pour l'autre. Donc, on va juste caresser la bactérie. Et là, la bactérie va sélectionner vraiment des mutants résistants. Et c'est un problème majeur. Au niveau de l'agriculture également. Et au niveau vétérinaire, on l'a vu ce matin. Donc, les causes, elles sont multiples. Et l'une des premières causes, c'est l'usage excessif et inapproprié des antimicrobiens. Parfois, on fait une utilisation non justifiée. Toujours pour faire une couverture d'antibiothérapie, pour faire une prophylaxie. Dès qu'on arrive, même on a juste une fièvre, on est à l'hôpital, on met en place une antibiothérapie. À côté de ça, nous avons une hygiène qui n'est pas des meilleures. Le système d'assainissement, on en parle. Je sais qu'au niveau de l'UGB, plusieurs grèves ont été... le motif de la grève a été un problème d'assainissement. Donc, il y a un accès limité à l'eau potable. Les installations sanitaires ne sont pas vraiment très développées. Et on n'a pas d'installation sanitaire selon les sexes. Dans certaines universités, on a du mal à avoir des toilettes pour des filles, les toilettes pour les garçons, et ça pose un problème réel. En plus maintenant de l'utilisation dans l'agriculture et dans l'élevage, on l'a vu ce matin. Donc, ce qui fait que les antibiotiques sont partout et l'utilisation inappropriée concourt à l'émergence de la résistance. Et le microbe, il n'a pas besoin de visa pour voyager. C'est nous autres qui avons besoin d'aller faire la queue au niveau de VSF pour trouver un visa, mais lui, il prend l'avion comme il veut, il va là où il veut. Donc, et de plus en plus, on a une surpopulation, on a l'urbanisation, on a beaucoup de contacts interindividuels, les gens sont partout, donc les bactéries n'ont pas de frontières, ce qui fait que une bactérie qui est résistante qu'on retrouve au Togo, par exemple, le lendemain, on peut le retrouver au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ainsi de suite au Sénégal. Donc, il n'y a pas de frontière pour les bactéries. Les bactéries, on peut les retrouver un peu partout. Et ce qui favorise
ces bactéries dans l'écosystème, c'est l'insalubrité. Si vous venez à Dakar, passez voir Mbobes, le dépotoir où on met les ordures, des monticules d'ordures. Donc là, c'est vraiment l'insalubrité. La pauvreté n'aide pas. L'agriculture et l'élevage, on l'a vu, mais surtout la mobilité géographique. Si vous venez à Dakar, allez au niveau de la grande gare à 18 heures pour voir ceux qui prennent le terre. Et c'est pareil au niveau de toutes les stations de transport en commun. Donc, la rame va continuer de progresser. Et on l'a vu, autrefois, des infections qui étaient banales peuvent même aujourd'hui être à l'origine de décès. Et ce qui fait qu'on surconsomme, on augmente, on essaie de faire des polythérapies, on augmente les antibiotiques et là, ça va encore favoriser l'émergence de souches beaucoup plus résistantes. On parle même de souches tautorésistantes, de souches panrésistantes. Donc, et le niveau de PCI dans nos structures de santé est très, très faible. Donc, il faut vraiment repenser PCI, avoir de l'accès à l'eau. C'est inadmissible qu'une structure de santé n'ait pas de l'eau potable. Et il y a beaucoup de coupures dans nos structures de santé. Vous rentrez dans une structure de santé, vous rentrez au niveau d'une infirmerie, vous voyez un seau d'eau. Un seau d'eau pour prendre en charge, pour se laver les mains, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Avec ces conditions-là, nous continuerons toujours à avoir l'émergence de la résistance. L'assainissement est inadéquat. Les grèves au niveau de UGB, ce sont des grèves qui sont normales. Il faut que l'assainissement soit vraiment une affaire ancienne. Je donne l'exemple de l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass que j'ai dirigé pendant 4 ans. Les bâtiments sont terminés. Les équipements sont livrés. Mais il n'y a pas d'assainissement au sein de cette structure. Comment on peut mettre des étudiants dans un endroit où il n'y a pas d'assainissement? C'est la raison pour laquelle les étudiants, jusqu'à nos jours, n'ont pas encore regagné les locaux de cette université. Donc, en plus maintenant des mauvaises pratiques d'hygiène, nous aurons toujours la propagation de ces bactéries résistantes. Et leur impact sur la médecine moderne est réel. Parce qu'il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie, il y a les greffes. On salue, le Sénégal a réussi deux cas de greffe rénale, greffe de moelle osseuse. Mais tout cela, il y a des risques réels. Si on n'a pas mis en place des PCI pour accompagner et limiter au maximum l'émergence de la résistance. Et qui plus est, nous n'avons pas de nouveaux médicaments. L'innovation est insuffisante. Peut-être maintenant, on a une lueur d'espoir avec l'IA. On va en parler tout à l'heure pour voir ce que l'IA nous offre comme terme d'innovation. Et ces défis sont aussi bien au niveau personnel, mais également au niveau systémique. Si on regarde au niveau systémique, c'est ce que vous avez à gauche, nous n'avons pas de personnel professionnel de santé très bien formé. Parce que si le personnel est très bien formé, on peut renforcer le contrôle de tout ce qui est prévention en amont et on peut renforcer également le système de vaccination. Donc là, au niveau également communautaire, les populations ne sont pas très bien formées. On a beaucoup d'infodémies, d'infox actuellement auprès de la population. Il faut qu'on arrive à avoir les stratégies de sensibilisation de la population et les stratégies d'appropriation de la population de toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les infections. Maintenant, on arrive à l'accès aux services. L'accès est limité, tant au niveau de la couverture géographique qu'au niveau également de l'accessibilité financière. Parce que vous venez dans une structure de santé, les gens vous demandent d'aller payer le ticket modérateur. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il faut aller payer un ticket modérateur avant qu'on ne voit votre malade et tout. Et maintenant, on voit le malade, c'est une prescription médicale. Et là, vraiment, chers collègues cliniciens, il faut revoir les prescriptions médicales. Les poches des parents ne sont pas très bien remplies. Et vous, quand vous êtes devant la feuille blanche avec le stylo, vous n'hésitez pas.
Oui, donc, vraiment, revoyez. Il faut prescrire ce qui est utile. Ce qui est utile, vraiment, il faut prescrire ce qui est utile. Et là, le diagnostic, on ne l'a pas. Quelles sont les structures de santé qui sont dotées d'un laboratoire qui vous fait de la microbiologie? Il y en a très peu. Et même s'il y a un laboratoire, il fait autre chose, mais il ne fait pas de la microbiologie. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à, également à standardiser tout ce qu'on fait. Donc, le problème qui se pose, on passe souvent à côté du diagnostic. Une infection virale, on peut la prendre comme une infection bactérienne. On prescrit des antibiotiques. Et alors que la personne n'avait pas du tout une infection bactérienne. Ce qui fait que on va encore favoriser la sélection de bactéries résistantes. Donc là, euh, pour le patient, il n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas payer. Soit il sélectionne. Vous lui donnez toute une liste de médicaments. Il va demander au pharmacien d'officine, vendez-moi le médicament 1 et vendez-moi le médicament 5. Donc, le 2, le 3, le 4 n'ont pas été achetés. Et le 2, le 3, le 4, peut-être c'était des antibiotiques et tout. Donc, ce qui fait que le traitement ne sera pas le traitement approprié et le résultat ne sera pas le résultat escompté. En termes de diagnostic, il y a très peu de laboratoires qui ont toute la capacité requise. Et à côté de ça, il y a le service d'approvisionnement. Parfois, vous demandez un produit, des disques d'antibiotiques pour pouvoir faire les tests. On vous dit que les disques ne sont pas disponibles au niveau du pays. Donc, vraiment, la souveraineté pharmaceutique, il faut qu'on puisse travailler dans ça pour qu'on ait tout ce dont on a besoin. Ce qui fait que le délai de rendu de résultats est toujours reculé. Le patient qui a fait son prélèvement qui vient et qui revient pour récupérer ses résultats, on lui dit que l'antibiogramme n'est pas encore terminé. C'est une aberration. Nous, personnels de laboratoire, nous devons vraiment lutter contre ça et essayer de faire tout pour disposer des résultats en temps réel et avoir le bon résultat. En termes de traitement, comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi s'assurer de la qualité des produits. Dans nos contextes, près de 20% des médicaments sont des faux médicaments. Donc là, l'ARP aussi a un rôle extrêmement important à jouer dans ce sens, on y reviendra. La durée du traitement, souvent c'est cher, le patient ne peut pas tout payer, il va payer une partie, ce qui fait que ça augmente les risques de morbidité et de mortalité. Donc, il y a énormément à faire dans nos pays. Donc, ça, c'est une diapositive que j'ai vue dans une publication récente de 2025. C'est le Journal of Tropical Medicine and Hygiene qui l'ont fait, mais ils ont bien résumé la problématique de la résistance en mettant en exergue les différents facteurs qui concourent à augmenter cette résistance. Tout ce qui est en violet clair, oups, tout ce qui est en violet clair, j'arrive pas à le pointer. Donc, oui, sur votre gauche, je n'arrive pas à pointer parce que j'ai pas l'ordi. C'est des facteurs socio-économiques. Et en rose clair, c'est les facteurs environnementaux et les facteurs culturels. En jaune, c'est la régulation pharmaceutique et le contrôle qui manquent, ce qui fait que les conséquences, c'est ce que nous avons à l'intérieur et qui sont en orange. Ça résume vraiment toute la problématique de la résistance. Euh, le diagnostic qui n'est pas approprié, le diagnostic qui est faux, le traitement qui n'est pas approprié, l'automédication dont on parlait, les médicaments antibiotiques qui sont mal utilisés, l'accès aux structures de santé et la propagation des infections. Parce que si on n'a pas tout ça là, l'individu va continuer à propager l'infection. Donc, ce qui veut dire que de plus en plus, on va avoir ce qu'on appelle des bactéries multirésistantes. Une bactérie multirésistante, c'est une bactérie qu'on appelait une bactérie qui a une résistance à 3 familles différentes. Donc, c'était les infections qu'on appelait les infections nosocomiales, qui sont actuellement appelées les infections liées aux soins, et les bactéries qu'on retrouve dans la communauté. Avant, on avait un distinguo entre les bactéries de l'hôpital et les bactéries de la communauté. Et là, il n'y a plus de barrière. On a perdu cette barrière hôpital et ville. Donc, ce qu'on retrouve à l'hôpital, c'est ce qu'on retrouve également dans la communauté.
Et nous faisons une chose qui est très grave. Nos blouses de l'hôpital, pour la plupart du temps, on les amène chez nous. La blouse de l'hôpital ne doit rester à l'hôpital. C'est la buanderie de l'hôpital qui doit prendre en charge les blouses de l'hôpital. Quand nous amenons les blouses de l'hôpital, on prend la blouse, on la met à l'arrière de la voiture. On va passer à l'école, prendre son enfant. L'enfant va s'asseoir à côté de la blouse. On amène la blouse à la maison. Donc, vous voyez, parfois même, on vient, on pose la blouse sur la table à manger. On demande à la bonne, prenez la blouse et amenez à la buanderie. Donc, on a essaimé les bactéries un peu partout. Donc, ce sont des comportements que nous devons vraiment corriger. Et là, actuellement, les bactéries, on a plus seulement les BMR, on a les BMR, BLC, les carbapenem, on a tout ce qu'il faut. Et à l'échelle mondiale, des données qui ont été publiées en 2021 ont montré que de plus en plus, Escherichia coli est résistante à beaucoup. Et avant, on pouvait traiter Escherichia coli avec une antibiothérapie relativement simple. Actuellement, c'est très difficile. Et cette image qui suit montre que Escherichia coli, au niveau, quand on était encore jeune, c'était doux comme un agneau, on arrivait à traiter Escherichia coli. Actuellement, dans les temps modernes, Escherichia coli a changé. Il a acquis certaines résistances avec les BLSE. Et maintenant, Escherichia coli est très fort. Il est comme un tigre. Il a les carbopénémases et tout. Donc, on n'arrive plus à prendre en charge correctement une infection banale. Une infection banale qu'on pouvait traiter peut-être avec 1000 francs de francs CFA, avec un blister. Pour le traiter maintenant, il faut 10 000 francs, 20 000 francs. Et là, c'est très difficile pour l'Africain lambda. Et l'OMS a mis un certain nombre de souches sur une liste critique. Et parmi ces bactéries qui sont sur la liste critique, il y a les Staphylococcus aureus méthicillino-résistants. C'est juste un exemple que j'ai pris. Après, il y a E. coli, il y a Klebsiella et tout. Le SARM est resté l'agent pathogène prioritaire parce que non seulement il a une prévalence assez élevée, et il a un impact significatif sur la santé publique. Dans les pays à revenus élevés, la prévalence des résistances de SARM est assez élevée et SARM peut être responsable de plus de 50% des décès imputables à la résistance aux antimicrobiens. Dans les pays à ressources limitées, la prévalence atteint également des taux alarmants. Et là, c'est comme ce que disait tout à l'heure le docteur Faye. En Afrique, on a un problème réel de données. Il faut vraiment qu'on puisse changer cela. En Afrique centrale, le taux d'infection à SARM peut atteindre les 40%. C'est relativement plus faible en Afrique du Sud parce que là-bas, la prescription d'antibiotiques est quand même régulée. Et la colonisation peut aller jusqu'à 25% dans certaines zones. Vous avez déjà vu cette diapositive, on en a parlé depuis le matin. C'est une projection de l'OMS et on peut même dépasser les 10 millions parce qu'actuellement, on est à beaucoup de morts parce que présentement, le nombre de morts liés à la rame est supérieur au nombre de morts liés au sida ou au paludisme. Donc là, c'était les estimations de 10 millions de morts d'ici 2050, ce qui va signifier qu'il y a un décès imputable à la résistance toutes les 3 secondes. Vous voyez, toutes les 3 secondes, le nombre de décès, c'est énorme. C'est énorme. Donc, et l'Afrique paye le plus lourd tribut par rapport à ça. Et là, en 2019, la RAM, avec la méta-analyse faite, le 55 000 décès dus au VIH et 30 000 décès dus au paludisme étaient associés à une résistance aux antimicrobiens. C'est-à-dire, ces personnes qui étaient infectées par le VIH et par Plasmodium falciparum ne sont pas morts dus à Plasmodium ou au VIH, ils sont morts dus à la résistance aux antimicrobiens. Donc là, c'est une crise mondiale qui est là. Et là aussi, on l'a dit tout à l'heure, c'est 23 décès pour 100 000 habitants au niveau africain. Et si vous le comparez en Amérique du Nord, c'est 5 pour 100 000 habitants. Donc, nous devons agir. Et là, il faut vraiment qu'on travaille pour... Donc, c'est ce qui est
matérialiser ici au niveau de ces deux figures la proportion de la résistance dans les pays à ressources limitées et le nombre de morts qu'on a liés à la résistance aux antibiotiques. Et les antibiotiques comme l'amoxicilline, la ciprofloxacine, c'est utilisé à tout bout de champ chez nous. Et donc là, ça limite vraiment l'efficacité des traitements. Et la situation, elle est encore plus préoccupante pour les populations vulnérables, les femmes, les enfants. Les taux de résistance sont très, très, très élevés. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de corriger tout ce qu'on avait. Les données sont rares. On n'a pas de système de surveillance approprié. On a des sous-déclarations. Les laboratoires n'ont pas les capacités pour faire le travail comme il se doit. Donc, c'est des estimations de prévalence que nous avons. On a juste des travaux dans les cadres de thèse, dans le cadre de rapports de mémoire, mais c'est des travaux parcellaires qui ne reflètent pas la réalité. Donc, je n'ai même pas mis ces données parce que ces données ne reflètent pas la réalité. Et là, le problème est aggravé par la non-disponibilité et la non-accessibilité des antisarmes. On n'a pas les nouvelles molécules, on n'a pas la vanco, on n'a pas la lysoside, les céphalosporines de 5e génération. Donc, tout cela, ce sont des médicaments que nous n'avons pas encore dans notre arsenal thérapeutique et ça freine le traitement. Donc, vous voyez ici, en Afrique, nous n'avons pas de données. Ça, c'est une méta-analyse de 2025. Vous voyez le nombre de publications par région. Donc, en Afrique du Sud, c'est 53 à peu près travaux qui ont été analysés. Afrique de l'Ouest, 43. Et si vous voyez par thématique, pour voir l'approche holistique, c'est surtout la médecine humaine, plus de 100, médecine animale et médecine environnementale, c'est très peu. Et si vous regardez les pays, sur 47 pays, 20 ont pu répondre réellement, ce qui fait que les données ne sont pas du tout ce qu'on attend. Et il y a beaucoup d'obstacles qui sont à l'origine de ça. L'infrastructure et l'accessibilité, la faiblesse des infrastructures sanitaires, l'incapacité des laboratoires, le manque de surveillance. Beaucoup de laboratoires ne disposent pas l'équipement nécessaire aux analyses microbiologiques. Parfois, il y a des erreurs de diagnostic. Et corollaire, c'est surconsommation d'antibiotiques parce que les patients, les médecins veulent traiter. Le système GLAS que l'OMS a mis en place pour que ça soit documenté, seuls 20 pays documentent le système GLAS. L'ASLM, qui est la Société africaine pour les laboratoires, dit que sur tout le continent africain, 1,3% des laboratoires effectuent les analyses microbiologiques du début à la fin. C'est-à-dire, vous font tout, le diagnostic, la culture, l'isolement, l'identification, l'antibiogramme et rend le résultat. 1,3% des laboratoires. Ça, c'est un problème qui est là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On essaie d'utiliser au maximum des antibiotiques, des polythérapies, des antibiotiques à large spectre et on aggrave la résistance. Les pratiques culturelles et la médecine traditionnelle sont des données également qu'il faut prendre en compte. C'est très utilisé dans notre contexte. Et il n'y a pas de réglementation pour les remèdes traditionnels. On vous dit, ah, c'est tout. Ouais. Comment, après, pour combien de temps? Excusez-moi ceux qui sont en ligne pour la médecine traditionnelle. On vous dit juste de prendre quelques feuilles, vous allez faire un décocté. Le décocté, ça va prendre combien de temps? Il n'y a pas de réglementation. Et ce sont des produits qui peuvent également décapiter l'infection qui est en cours. Et quand l'infection est décapitée, il y a l'erreur de diagnostic parce que le laboratoire ne verra rien. Et il y a aussi les risques d'effets secondaires qui sont liés à ces traitements. Et le traitement, donc, va devenir inefficace parce qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas de dialogue entre la médecine moderne réellement et la médecine traditionnelle. Alors que cette médecine traditionnelle offre un potentiel réel contre la résistance aux antimicrobiens. Il y a beaucoup de composés d'origine végétale qui ont des propriétés antimicrobiennes que nous pouvons utiliser et qui seront des alternatives aux composés scientifiques, aux composés de synthèse que nous avons. Et il faut donc qu'on travaille ensemble avec la médecine,
les tradipraticiens. On aurait dû les inviter aujourd'hui parce que eux, ils utilisent beaucoup de produits. Donc, ce serait bien qu'on puisse travailler avec eux, la main dans la main, pour trouver des solutions et des alternatives à la résistance aux antimicrobiens. Les contributions environnementales et agricoles, on en a parlé. L'utilisation abusive des antibiotiques en médecine vétérinaire, en agriculture, c'est un facteur majeur de développement de la rame. On l'a dit tout à l'heure, et ça facilite le transfert de bactéries, des gènes résistants dans les déjections animales, dans l'eau, les aliments et tout. Et il y a une donne qu'il faut également prendre en compte, c'est la pollution plastique. La pollution plastique, si vous quittez Dakar en venant, parfois vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Partout, vous verrez vert, jaune, bleu. Cette pollution plastique, et ces plastiques sont des niches. Ce sont des abris de bactéries résistantes. Et ça va servir de réservoir de gènes de la résistance aux antimicrobiens. Les déchets biomédicaux. Les déchets médicaux dans nos structures. Quelles sont les structures dans lesquelles on fait le tri? Quelles sont les structures dans lesquelles les déchets médicaux sont désinfectés avant d'être éliminés? Donc là, tout cela, ce sont des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés. Les déchets agricoles, les déchets industriels, tout cela aggrave l'accumulation d'antibiotiques dans le milieu extérieur. Et je sais que mon frère et ami tout à l'heure va en parler. Dans les effluents, on voit des résidus d'antibiotiques partout. Et la réglementation. En 2023, une étude avait montré qu'il y a un taux d'utilisation inapproprié d'antibiotiques dans les hôpitaux. Tout hôpital de tout pays africain, parce qu'ils n'ont pas un accès aux tests microbiologiques. Si 1,3% des laboratoires font les tests de microbiologiques, on est dépendant des traitements empiriques, donc le traitement probabiliste. Et qui plus est, les antibiotiques contrefaits de qualité inférieure sont réels dans notre continent, presque 20%. Donc, vous prenez un médicament sur 5, il est contrefait. Et personne ne sait parce que le patient lambda, il va aller là où il peut vraiment acheter son médicament. Vous venez à Dakar, Kër Serigne bi vous vend tous les médicaments qui sont dans les officines. Mais est-ce que ces médicaments sont de qualité? Et que dit la réglementation? On ne dit rien par rapport à ça. Donc, il y a une faiblesse réelle des cadres réglementaires dans notre pays. Et je sais que ce que je dis pour le Sénégal, c'est valable dans les autres pays parce que nous avons pu voyager dans les autres pays et on voit au niveau des marchés la vente libre de médicaments. Donc, ça, c'est un dysfonctionnement réel et ça favorise aussi l'automédication parce que la personne, il ne va même pas voir un clinicien, il sent quelque chose, il va aller au niveau de la rue, acheter son médicament et venir. Et donc, ça va aggraver la vulnérabilité, comme je le disais tout à l'heure, chez les femmes, les enfants, mais également, on est en zone de conflit. Les réfugiés, il faut les prendre en considération et les changements climatiques. Les conséquences, c'est l'augmentation de la mortalité et de la morbidité, la prolongation des maladies. Donc, ça devient plus coûteux, plus long et c'est pour toute la famille. Les risques pour la médecine moderne, on en a parlé tout à l'heure, la chirurgie, la chimiothérapie, les greffes. Donc, tout cela devient très difficile à prendre en considération. Il y a une pression accrue sur le système de santé. Donc, le coût des soins augmente parce que les malades restent plus longtemps. Et l'utilisation des médicaments, ce sont des médicaments qui coûtent de plus en plus cher. Et la durée d'hospitalisation. On vous amène des cas en tant que médecin, mais vous n'avez pas où les mettre parce que tous les lits sont occupés. Et les lits sont occupés par des patients qui présentent des résistances aux antimicrobiens. En Afrique de l'Ouest, il y a le manque de ressources, particulièrement au niveau des laboratoires. Vraiment, ça, c'est si on veut avoir une lutte spécifique contre la rame, il faut que toutes nos structures de santé soient dotées de laboratoires capables d'aider les cliniciens avec un diagnostic étiologique. Bien former le personnel. Ce qu'on est en train de faire, ça rentre dans le cadre de renforcement de capacité du personnel. C'est important. Et communiquer. Nous avons une faible communication. Communication
entre les laboratoires de microbiologie et les cliniciens, on ne se parle pas souvent. On a le résultat, on envoie. Et il faut un dialogue, une concertation, une prise en charge concertée. La prise en charge doit être pluridisciplinaire. Tout le monde a son mot à dire. Et aider les pays avec un certain nombre de données pour avoir une planification nationale qui sera une planification optimale avec une surveillance structurée. Donc ça, les leviers sur lesquels il faut actionner, c'est l'approche One Health, la collaboration multisectorielle entre les différents secteurs, le bon usage des antibiotiques, l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement, le renforcement des systèmes de santé et faire de la recherche et faire de l'innovation. Si on ne fait pas de la recherche, on ne pourra pas résoudre nos problèmes. Donc, il nous faut stimuler la recherche dans nos structures de soins, stimuler la recherche dans nos structures de formation et sensibiliser et éduquer tout le monde, éduquer toutes les couches de la population pour que nul n'ignore le problème majeur lié à la résistance aux infections. Donc ça, c'est une diapositive qui montre les 6 étapes qu'on doit mettre en place pour un plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens qui sera un plan durable. La première chose, c'est la volonté politique. Sans une volonté politique, on ne peut rien faire. La deuxième chose, c'est hiérarchiser les activités, faire une bonne priorisation des activités. Deuxième chose, évaluer le coût. Comme, troisième chose du moins, évaluer le coût. Combien ça va coûter? Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Quand on fait quelque chose, il faut savoir le coût. Et puis, mobiliser les ressources à tout point de vue, ressources humaines, ressources financières et tout. Et maintenant, mettre en place selon un plan qui va permettre de tout mettre en place sans difficulté et avec un bon système de suivi-évaluation. Parce que tout ce que l'on fait, si on ne fait pas de suivi-évaluation, on ne peut pas mesurer l'impact. Même l'atelier d'aujourd'hui, à la fin de l'atelier, on va vous envoyer un questionnaire de suivi-évaluation pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, quels sont les points à améliorer dans un tel atelier. Donc, à chaque fois, tout ce que nous faisons, nous devons avoir en tête un plan de suivi-évaluation. Et ceci en respectant vraiment la pyramide sanitaire à tous les niveaux. Au niveau tertiaire, au niveau le plus élevé, mettre les technologies sophistiquées, mais permettre à toute personne, quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il ait un accès à des soins de qualité. Donc là, c'est les différents piliers. C'est la prévention, l'accès aux services et maintenant avoir un diagnostic à temps et avoir un traitement de qualité. C'est les 4 piliers sur lesquels nous devons vraiment actionner. Renforcer la prévention, c'est possible. Ça ne nous coûte pas. Il faut juste former les gens. Mais il faut un bon plan d'assainissement dans nos structures sanitaires parce que une structure sanitaire dont les égouts sont tout le temps bouchés, vous ne pouvez pas avoir une lutte réelle contre la résistance. Donc, voilà les piliers sur lesquels il faudra agir. Le bon usage des antibiotiques dans nos structures de soins. Parce que ce qu'on utilise, ce n'est pas en qualité ni en quantité. Donc, il faut mettre en place ce qu'on appelle les AMS, Antimicrobial Stewardship. C'est un programme d'action et de stratégie pour le bon usage. Évaluer la qualité et la quantité et mettre en place des groupes de travail multidisciplinaires. Même si vous êtes dans un petit centre de santé, vous pouvez mettre en place ce groupe et là, chercher les financements parce que c'est un processus qui est là qu'il faut mettre en place, former les gens, prendre en compte l'ensemble des déterminants et agir au niveau individuel et au niveau collectif. Donc là, travailler en équipe pluridisciplinaire, changer le système et simplifier la vie des prescripteurs. Et on peut utiliser des outils informatiques, les tablettes. Ça, je crois que les comités de santé peuvent vraiment contribuer à ça. Les tablettes nous coûtent plus cher. On peut avoir une tablette et mettre quelques données et recueillir ces données parce que notre pays n'a pas de données et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc là, il faut rendre aussi disponibles les technologies de diagnostic rapide. Ça existe.
Il y a des bandelettes même qui peuvent vous dire est-ce que la souche elle est résistante ou elle n'est pas résistante. Donc, il y a tellement de choses qui existent. La diffusion des guides et livrets qui ont dans au Sénégal, on a fait travailler les gens pendant je ne sais pas combien de mois pour élaborer un nouveau guide. Le guide est devenu obsolète et le guide n'a jamais été diffusé. Ouais, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc là est renforcée, comme je le disais, la collaboration entre cliniciens et microbiologistes. Dans les structures de soins, traquer les potentiels porteurs de bactéries multirésistantes et vous les isolez. Parce que si on ne les isole pas, ce sera une source d'émergence de bactéries. Donc là, adapter vraiment les schémas thérapeutiques à l'épidémiologie locale. Parce que les cliniciens, ils ont des ordonnances stéréotypées. Ils ne prennent pas en compte même l'épidémiologie locale parce qu'on peut faire de la thérapie probabiliste, mais en se basant sur l'épidémiologie locale. Donc, il y a ce dialogue qu'il faut faire. Et sinon, les prescriptions vont être inappropriées et on va toujours avoir des problèmes. Donc, les stratégies pour limiter la diffusion des BMR, la, la première chose à faire, c'est les précautions standards d'hygiène et pour éviter la transmission croisée. Et deuxième chose, c'est quand il y a une pathologie isolée et signalée. Troisième chose, maintenant, faire des mesures qui seront des mesures beaucoup plus accentuées parce qu'il faudra faire une surveillance active et auditer les mesures d'hygiène quand vraiment c'est une bactérie qui est hautement résistante. Euh, Toujours dans les structures de soins, les directions des laboratoires doivent être impliquées. Il faut renforcer les capacités techniques des laboratoires et les compétences du personnel. Dans tout pays, rendre obligatoire la recherche des bactéries multirésistantes, tant au plan phénotypique qu'au plan génotypique, et disposer de banques de souches épidémiologiques. Ça, on ne l'a pas. Et pour ça, on a le laboratoire national de référence qui est avec nous. Elle nous dira un mot par rapport à ça. Et la liste des antibiotiques doit être révisée à tout moment. Donc, la pharmacie hospitalière doit dire quels sont les antibiotiques qui sont les plus utilisés. L'agence de réglementation de la pharmacie et CNPNA doivent travailler en étroite collaboration avec les cliniciens pour nous dire ce qu'il faut. Et travailler en étroite collaboration aussi avec les microbiologistes pour voir quels sont. Et puis, acheter les antibiotiques qui sont indiqués pour les bactéries multirésistantes. Et là, on va suivre les activités en coordonnant les interventions et en travaillant avec l'ensemble des secteurs. Donc, il y a un acteur de la santé qu'on oublie souvent, c'est le pharmacien d'officine. Ils ont une place prépondérante dans l'émergence de la résistance aux antimicrobiens. Donc, le pharmacien d'officine joue un rôle clé pour la sauvegarde efficace des antibiotiques. Ils peuvent contribuer de façon significative dans la sensibilisation des patients, sensibilisation des clients qui viennent au niveau des officines. Et ils peuvent également surveiller l'observance thérapeutique et les effets secondaires. Parce que quand un patient prend un médicament, après, s'il ne respecte pas la prescription médicale, donc ça, c'est un problème. Et repenser les pratiques professionnelles. Pourquoi pas ne pas faire comme ce qui se passe aux États-Unis? États-Unis, on ne vous donne pas la boîte. C'est QSP traitement. On vous donne la quantité suffisante pour votre traitement. Donc, vous partez, vous n'allez plus dire à votre ami que quand j'avais ces symptômes, c'est ce médicament que j'avais pris et il en reste. Parce que on vous donne juste pour le traitement. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on arrive à ces stratégies-là. Les médicaments de la rue qui sont contrefaits, il faut réprimer sévèrement pour limiter, voire éliminer la vente illicite de ces médicaments. Sensibiliser davantage les populations, peut-être travailler avec les collectivités territoriales et voir comment on peut atteindre toute la population, mais surtout rendre le médicament accessible géographiquement et financièrement et faciliter l'adhésion aux mutuelles et assurances de santé. Donc là aussi, c'est un problème. Il y a la mutuelle qui est là, mais la population n'adhère pas. Quelle stratégie il faut avoir pour que la population soit membre de la mutuelle de santé? Si on pose la question dans cette salle, qui a une mutuelle de santé, qui a une assurance maladie? Qui en a? Oui.
Il y a 4 personnes, 5. Donc, vous voyez, 6 dans la salle et ceux qui sont en ligne, vous pouvez après nous dire qui a une mutuelle de santé et qui a une assurance santé. Donc, voilà. Et là, le nerf de la guerre, c'est l'engagement politique. Et là, nous qui travaillons sur la RAM, nous sommes confiants. Parce qu'en 2024, au moment du sommet mondial, il y a eu une déclaration sur la RAM et les chefs d'État qui étaient présents se sont engagés. C'était un engagement fort. Ils ont dit que les plans d'action doivent être mis à jour avant 2026. Et beaucoup de pays, quand même, ont mis à jour leur plan d'action. Ils ont mis l'action sur l'approche vraiment globale et avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est dans cette dynamique qu'au Sénégal, tous les maillons manquants ont été rajoutés dans ça. Et ils ont lancé vraiment aux organisations quadripartites d'avoir un groupe indépendant qui va suivre les pays et accompagner les pays et dans tous les domaines. Il y a un engagement, mais qui n'a pas d'indicateur. Je ne sais pas comment on va le mesurer. Ils ont dit engagement à réduire la quantité d'antimicrobiens utilisés en agriculture avec la promotion d'alternatives aux antimicrobiens humains, mais il n'y a pas d'indicateur, je ne sais pas comment en 2029, quand ils vont se retrouver, comment ils vont le mesurer. Et ils demandent à faire l'investissement dans la recherche. Donc, il faut penser à des questions de recherche par rapport à la RAM et au partenariat public-privé, donc vraiment, et le développement de l'expertise locale, parce qu'il faut d'abord penser à résoudre ces problèmes soi-même. On a vu avec la pandémie de la COVID-19, quand tout était fermé, on n'avait même plus de gants. Donc, il faut vraiment qu'on pense à cette souveraineté et on pense à nous-mêmes. Et là, ça nous permettra de faire le suivi des activités de RAM. Et l'Assemblée mondiale dira en 2029, quand ils vont se retrouver 5 ans après, ils vont faire l'évaluation pour qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a une évaluation à mi-parcours en 2026. Par rapport maintenant aux recommandations de 2016, ils ont pris en compte tout ce qui manquait. Et donc là, l'objectif qui visait, c'est d'ici 2030, réduire les décès dus à la rame d'au moins 10%. C'est un véritable défi parce que les stratégies de mise en œuvre n'ont pas été développées dans la déclaration. Donc, les États membres doivent traduire l'ensemble de ces engagements en actions concrètes et ces actions doivent être soutenues par des investissements et des responsabilités. Le cas du Sénégal. Le Sénégal a adhéré à la sécurité sanitaire mondiale de 2015. Et en 2017, le Sénégal a mis en place son Haut Conseil national de sécurité sanitaire, One Health. Et c'était un arrêté ministériel. Et en 2024, c'était un décret présidentiel qui a mis en place le programme. Ce qui montre que l'ancrage, quand même, on a un bon ancrage institutionnel et c'est rattaché à la primature. L'objectif, c'est de façon coordonnée et holistique de gérer tout ce qui est risque sanitaire, biologique, infectieux ou non, découlant de plusieurs facteurs. Donc, ils embrassent tout. Ils vont prévenir les urgences sanitaires, se préparer face à ces urgences, détecter à temps, rapporter rapidement et confirmer les flambées. Donc, ils doivent être même à Saint-Louis dans ce cas. Renforcer et maintenir les capacités du pays à riposter et éviter, réduire et compenser les impacts. Donc, voilà, ça c'est sur leur site. J'ai juste fait un copier-coller. Les organes de gouvernance et les institutions. Donc, il y a un comité de pilotage, un comité scientifique, et beaucoup d'entre nous font partie de ces comités. C'est ce que M. Faye disait ce matin. Le secrétariat permanent, le comité technique multisectoriel, il y a des points focaux. Et la nouveauté, vraiment, c'est la décentralisation. Parce qu'ils veulent que les collectivités territoriales puissent prendre cela, parce qu'il n'y a que par cette voie qu'on arrivera à l'opérationnalisation de l'approche One Health. Et l'ensemble des institutions qui sont également membres, qui sont ciblées. Donc, la mise en œuvre, c'est la santé humaine, santé animale, végétale, environnementale, sécurité alimentaire, nutritionnelle, sécurité des aliments, donc tout changement climatique. Ils prennent en compte tout. C'est assez
volumineux comme, je ne sais pas s'ils auront les moyens. Voilà pour le Sénégal. Mais avant de conclure, il y a les stratégies novatrices, il faut qu'on en parle. Il y a tout à l'heure Dr Faye qui parlait des phages. Les phages, juste pour vous dire que c'est quelque chose qui est ancien. Ça fait plus de 100 ans qu'on parle de phages. Mais avec la résistance, les phages ont repris de l'intérêt. Bon, il y a les, les ARN interférents, il y a les nanoparticules, il y a beaucoup de voies qui sont en train d'être expérimentées pour faire face à cette émergence de résistance. Mais la nouveauté, c'est le LIA. L'intelligence artificielle actuellement est utilisée dans la découverte des antibiotiques. Parce que l'IA, il faut juste lui donner un certain nombre de données qu'ils vont analyser et après, ils vont vous montrer des molécules candidats. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont identifié de nouvelles classes d'antibiotiques, surtout par rapport aux SARM, parce que les SARM, depuis plus de 60 ans, il n'y a pas une nouvelle molécule. Malgré tout ce qu'on avait, il n'y avait pas de nouvelle molécule. Et c'est l'université du MIT qui a mis au point un médicament qui est actif contre la gonorrhée, résistant au gonorrhée par le SARM, résistant aux médicaments. Et ils l'ont appliqué également à d'autres maladies spécifiques. Et la première molécule, c'est l'allicine. Et donc, voilà comment l'IA est en train de faire des trucs. Donc, l'impact sur l'antibiorésistance, c'est une nouvelle voie. Rien que pour le staphylocoque aureus, avec l'IA, il y a 280 molécules prometteuses. Là aussi, la mise en œuvre sera très compliquée. Comment la sélection va se faire? Comment on va faire l'évaluation au plan clinique? Parce qu'il faut quand même passer par la phase 3 d'efficacité pour voir comment donc tout cela. Mais ça réduit le coût en termes de développement et on aura de nombreux médicaments par rapport à de nombreuses maladies. Donc, c'est une voie. Donc, l'industrie de l'IA s'est lancée dans le processus et il y a de nouvelles innovations médicales. Et la phagothérapie a regagné un intérêt, mais la phagothérapie aussi reste compliquée parce que parmi les phages, il faut sélectionner le phage qui est actif, mais actif sur la bactérie qui a infecté l'individu. Donc, c'est une prise en charge personnalisée, ce qui fait que dans notre contexte, ce sera très difficile de les mettre en place. Donc, en conclusion, la résistance aux antimicrobiens est là avec ses conséquences qui sont néfastes. En Afrique, c'est surtout la pauvreté, les systèmes de santé défaillants, nos facteurs environnementaux qui concourent à son expansion avec la surconsommation d'antibiotiques, le réchauffement climatique et l'ensemble des catastrophes. Donc, on a besoin d'une coopération internationale et un soutien ciblé, surtout par rapport aux pays comme les nôtres, pour faire face à cette pandémie. Ça exige une approche multidimensionnelle. Ça intègre les stratégies de santé mondiale avec des interventions qui seront des interventions spécifiques selon le contexte. Et donc là, les donateurs ont pris cette composante en question et ils sont en train de lancer des projets pour que les pays puissent soumettre des projets pour qu'ils soient appuyés. Et je sais que le Sénégal est dans cette mouvance. Et les plans nationaux sont renforcés et les programmes de gestion également sont renforcés. Les capacités des laboratoires doivent être développées. Le Sénégal est dans cette dynamique, mais c'est encore lent. Il faut qu'on puisse vraiment accélérer pour avoir une lutte efficace contre la rame et renforcer les infrastructures, appliquer une réglementation pharmaceutique rigoureuse. Tant qu'on n'aura pas cette réglementation pharmaceutique rigoureuse, on aura du mal. Et étendre la surveillance à tous les niveaux et former les gens pour atténuer tout ce qui est conséquences liées à cette rame. Les antibiotiques sont là. C'est un impact sur la santé individuelle, collective et environnementale. La résistance aux antibiotiques augmente le coût humain, le coût financier, et il faut faire face. Donc, cette lutte concerne tout le monde. Il faut respecter
le bon usage des antibiotiques, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre. Ayons tous un comportement responsable face aux antibiotiques. Euh, Lutter contre la résistance aux antibiotiques, c'est possible, hein? Il suffit d'y croire tous. Et j'ai l'habitude de mettre Peter Piot, c'est lui qui avait découvert le virus contre Ebola. Peter Piot a dit euh, une assertion qui est toujours valable, hein. Une science sans politique n'a pas d'impact. Donc, si on reste dans nos laboratoires, on trouve des choses, on ne le partage pas avec les politiques, il n'y aura pas d'impact. De la politique sans science, c'est très dangereux parce que c'est un pilotage à vue. Et sans programme, la population n'est pas bénéficiaire. Donc, il faut avoir de la science qui va orienter les politiques qui vont décider des programmes et les programmes qui auront un impact réel sur les populations. Et si on ne le met pas en place, la rame va continuer à se développer comme une pandémie silencieuse et ça va anéantir tous les gains qu'on avait en santé publique. Donc, il est temps d'agir. Je vous remercie de votre attention. Je remercie également nos partenaires Pfizer et ECO. Et avant de quitter, je vous demande tous de vous joindre à nous pour notre premier congrès international qui aura lieu le 14, 15 et 16 avril 2026 à Dakar. Le thème, c'est le défi et enjeu de la microbiologie pour une santé globale et une souveraineté sanitaire. Donc, ça résume tout ce que nous venons de dire. Avec 3 sous-thèmes, la surveillance de la rame, enjeux et défis, place du contrôle qualité dans le système sanitaire pour atteindre les ODD et les stratégies de PCI en milieu zoonotique, mais également en santé humaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Alors là, on sent que c'est le maître qui a présenté. Ah oui. Vos applaudissements encore. Voilà, on va ouvrir, on va